Plus de 600 nouveaux enseignants seront recrutés dans la fonction publique des collectivités. L'annonce a été faite ce mercredi 17 avril lors du Conseil des ministres. Fuyant les menaces des groupes terroristes, des centaines de Burkinabés se sont réfugiés à Yorosso, dans la région de Sikasso. La 23e journée de la Ligue 1 Orange s'annonce. D'amples informations sportives en fin de journal avec Mohamed Kenouvi. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. 684 nouveaux enseignants seront recrutés dans la fonction publique des collectivités territoriales selon le Conseil des ministres. Ce recrutement concerne 49 spécialités des catégories A et B2 réparties entre les différents ordres d'enseignement. Paul Yapinguesson. Cette annonce de recrutement intervient au moment où il y a un manque crucial d'enseignants à travers le pays. La synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 s'en réjouit. Parce que vous savez, il y a une crise d'enseignants criarde sur le terrain. D'après les statistiques, le Mali a besoin de plus de 12 000 enseignants pour le fonctionnement correct de ces établissements. Et qu'il se trouve que ça fait quelques années, il n'y a pas de concours. Donc si cette fois-ci, on lance un concours de plus de 600 enseignants, pour nous c'est une aubaine. C'est une aubaine aussi pour nos cadets qui sont les sortants des écoles de formation d'enseignants. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. Ce concours est une aubaine pour le pays, car plusieurs localités sont confrontées à un manque d'enseignants qui impacte négativement le cursus scolaire des apprenants. Même à Bamako, les gens pensent qu'à Bamako, il y a suffisamment d'enseignants. Dans certaines parties de Bamako, il y a suffisamment d'enseignants. Moi, je sais qu'il y a des parties à Bamako où on a été obligé de fermer des classes et les fusionner par manque d'enseignants. Donc le manque d'enseignants, il est présent sur l'ensemble du territoire national. Et forcément, s'il n'y a pas d'enseignants, ça va avoir un impact sur la qualité des enseignements. Si vous voyez à l'intérieur, au profond du Mali, vous allez trouver pour 6 classes, il y a 2 enseignants, 3 enseignants. Les gens sont obligés de passer par la double division ou la double vocation. Forcément, ça va avoir un impact sur la qualité des enseignements. L'idéal, c'est de faire en sorte que chaque enfant, chaque classe puisse avoir un enseignant en sa présence pour dispenser les cours. C'est ça l'idéal. Toutefois, pour les responsables syndicaux, le nombre est insuffisant, mais trouvent la dynamique importante, tout en souhaitant que le processus de recrutement se fasse de façon continuelle. Mon souhait, c'est que d'abord ce concours se concrétise, parce que quand j'ai lu le communiqué, c'est sur l'exercice budgétaire de 2023. On va espérer que c'est l'exercice budgétaire de 2024 aussi va avoir un autre concours. Parce que ce qui a créé cette situation aussi, c'est que, vous savez, depuis qu'on a commencé les concours de recrutement dans la fonction publique de collectivité, en tout cas le secteur de l'éducation depuis 2010, pratiquement chaque année, il y avait des concours. Mais à partir de 2018-2019, il y a eu rupture. Donc le fait qu'il y ait une rupture, cela a créé effectivement cette crise-là. Donc nous pensons aujourd'hui qu'avec ce début-là, que ça soit vraiment continuel, que chaque année, le concours soit organisé pour le recrutement des enseignants en fonction de collectivités territoriales. L'organisation de ce concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales concerne l'exercice budgétaire 2023. Selon les autorités, ce recrutement de 684 nouveaux enseignants dans la fonction publique avec un quota de 15% accordé aux personnes vivant avec handicap en conformité avec les réglementations en vigueur a pour objectif de répondre aux besoins de l'enseignement secondaire, fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Pour l'instant, aucune date n'a été publiée concernant le dit concours. Connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030, c'est l'objectif commun du groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Les deux banques viennent de nouer un partenariat. Aminata Keita. Selon la Banque africaine de développement, en Afrique, le taux d'accès à l'électricité est le plus faible du monde, avec plus de 640 millions d'Africains vivant sans accès à l'énergie. De ce fait, la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale se sont associés dans un projet commun visant à réduire de moitié le nombre d'accès à l'électricité par personne en Afrique. Le projet rendu public par voie de communiqué le 17 avril vise à fournir un accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Ainsi, selon le communiqué, je cite, « Le groupe de la Banque mondiale s'emploiera à raccorder 250 millions de personnes à l'électricité par le biais de systèmes d'énergie renouvelable décentralisés ou de réseaux de distribution. Le groupe de la Banque africaine de développement soutiendra 50 millions de personnes supplémentaires. » Fin de citation.
Adjaye Bonga, président du groupe de la Banque mondiale, a déclaré, je cite, « L'accès à l'électricité est le fondement de tout développement. Il s'agit d'un ingrédient essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois à grande échelle. Notre aspiration ne se réalisera qu'avec un partenariat et de l'ambition. Nous aurons besoin de l'action politique des gouvernements, de financement de banques multilatérales, de développement et d'investissement du secteur privé. » Fin de citation. Si la problématique de l'accès à l'électricité touche plusieurs pays africains, le Mali n'en demeure pas épargné. En effet, le pays est confronté depuis près d'1 an à une crise énergétique sans précédent, avec près de 10 à 18 heures de délestage par jour. La principale source de distribution qu'est l'énergie du Mali a annoncé ne pas être en mesure de combler la demande en électricité. Selon le communiqué, le projet de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale va nécessiter 30 milliards de dollars d'investissement public. Celui-ci devrait être réalisé par l'intermédiaire de l'Association internationale de développement IDEA, l'institution en charge des dons et des prêts concessionnels aux pays à faible revenu. À Yorosso, la commune de Boura a enregistré mardi dernier des centaines de réfugiés venus du village de Tanzila au Burkina Faso. Ils auraient fui les menaces des groupes terroristes. Djeneba Samaki. Des centaines de Burkinabés ont traversé la frontière avec le Mali pour rallier Boura à Yorosso mardi dernier. D'autres continuent d'arriver chaque jour par centaines selon des sources. Ces familles fuient le Burkina Faso au rythme des violences qui endeuillent le pays. Selon plusieurs témoins, on nous a dit que des hommes armés sont arrivés au village de Tansila, à 16 km de Boura, la plus grande ville burkinabé proche du Mali. Le village de Tansila, les djihadistes les ont sommés de quitter le village. Ils ont demandé à tous les habitants, ils les ont donné 72 heures pour vider le village. Ces arrivées-là, d'abord on le constate à Boura, la ville plus proche du Burkina. Ensuite, plusieurs camions et des motos tricycles ont traversé le secteur de Yorosso. Même aujourd'hui, ce vendredi, vers midi, on voit des motos tricycles transportant famille et bagages. On vient de voir un tricycle, par exemple, où il y a une femme, ses 4 enfants et le conducteur qui sont en train de traverser la ville de Yorosso pour se rendre vers Kouri. C'est en plusieurs centaines de personnes, mais on ne connaît pas le nombre exact. La situation a créé une panique dans la localité de Boura, également confrontée à l'insécurité. Ça inquiète beaucoup, ça nous inquiète nous ici, les populations des villages environnants, des villages qui sont proches du Burkina. Effectivement, ça les inquiète beaucoup parce que c'est des zones déjà, comme je vous l'ai dit, confrontées à cette grande insécurité depuis quelques années où on voit des hommes armés roulant sur des motos traverser des villes, même si ils ne font pas toujours des dégâts quand même, on les voit traverser des villes. À Yorosso, par exemple, pas plus tard que dimanche dernier, des hommes armés ont enlevé 2 jeunes filles qui quittaient la foire hebdomadaire de Yorosso pour se rendre dans leur hameau situé à seulement 7 km de Yorosso. Mais l'on a appris que le mercredi, la nuit du mercredi à jeudi, une des jeunes filles avait été libérée. En décembre 2023, le nombre de réfugiés burkinabés au Mali était estimé à 29 146 personnes. En bref, l'Iran a fait état de 3 explosions survenues ce vendredi 19 avril à l'aube à proximité d'une base militaire proche de la ville d'Ispahan. Plusieurs drones ont été abattus par l'armée iranienne et Téhéran assure qu'il n'y a pas d'attaque par missile jusqu'à présent sur son territoire. Selon le commandant en chef de l'armée iranienne, les explosions d'aujourd'hui étaient liées au tir de système de défense anti-aérienne sur un objet suspect et celui-ci n'aurait causé aucun accident ni dommage. Ainsi, les autorités iraniennes ne lient pas cette attaque aux tensions avec Israël. Toutefois, des médias américains affirment que l'attaque vient d'Israël qui a prévenu les États-Unis de l'opération. Parlons sport. Le Caridas à Bamako débutera demain samedi 20 avril avec une rencontre ASB face au FC Erfaf. Pour l'occasion, les 2 coachs étaient face à la presse ce vendredi pour une conférence d'avant-match, une initiative de Yiriba Foot avec la Ligue 2 et Malibet. Assetoumani Koulibaly. C'est la première fois qu'une conférence d'avant-match est initiée dans le cadre des matchs de la Ligue, en l'occurrence au compte du Caridas. Pour le président de la Ligue 2, une telle initiative permet surtout de valoriser les championnats nationaux. L'illustration parfaite, c'est l'organisation pour la première fois
d'une telle conférence d'avant-match au niveau de la Ligue de Bamako. C'est une première dans notre histoire. Nous voulons également écrire de nouvelles pages, c'est-à-dire que par rapport à la Ligue de Bamako. C'est ce qui nous a amené effectivement à prendre des initiatives. Le Caridas réunira 4 équipes au total. Il s'agit de l'ASB, le FC Erfaf, le FC Diarra et le CSB. C'est demain que se jouera la première rencontre, avec au programme la rencontre de l'ASB face au FC Erfaf. Pour les 2 coachs qui ont d'abord tenu à saluer l'initiative de la conférence de presse d'avant-match, les préparatifs pour le match de demain sont fin prêts. Donc nous sommes là, c'est l'ASB. Quand tu vois, dans les années précédentes, l'ASB fut un grand club à Bamako. Donc aujourd'hui, nous sommes descendus. Après, nous revenons encore reprendre notre place qui est la sienne. Donc c'est dans ce cadre-là que nous abordons, moralement bien et surtout physiquement au point. Les 4 matchs seront toujours comme des finales pour nous. Donc notre objectif est unique, c'est de monter. Aujourd'hui, il faut reconnaître que toutes ces 4 équipes sont bien préparées et je pense que le Caridas, ça va être des matchs très très difficiles pour chaque équipe. Au cours de cette conférence de presse, la Ligue de Bamako a effectué le remboursement des frais de participation à chacun des clubs. Ainsi, les dés étant jetés, la deuxième rencontre se tiendra dimanche prochain avec le FC Diarra face au CSB. Et le reste de l'actualité sportive avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue Mohamed. Merci Marietou. Alors c'est déjà la 23e journée de la Ligue 1 Orange. Oui, en ouverture de cette 23e journée ce vendredi, ATS de Koro et l'AS Black Star de Badalabougou se sont neutralisés 2 buts partout. Demain, samedi 20 avril, 4 matchs sont au programme. À 16h30, l'AS Bakarijan reçoit l'US Bougouba au stade Mamadou Konaté. À la même heure, du côté du stade du 26 mars, Afrique Football Elite a rendez-vous avec les 11 créateurs de Nyarela. Toujours à 16h30, du côté de Bougouni, l'US Bougouni offre son hospitalité à l'AS Real de Bamako. Et à 18h30, au stade Mamadou Konaté, le COB affronte l'USFAS. Dimanche 21 avril, 3 affiches sont à suivre. À 16h30, au stade du 26 mars, le stade malien de Bamako joue l'USC Kita. Même heure au stade Mamadou Konaté, l'AS Police défie le Djoliba AC. Et à 18h30, sur les mêmes installations, ASCO reçoit Binga FC. Au classement provisoire avant cette 23e journée, le Djoliba est toujours leader avec 48 points, suivi de l'AS Real de Bamako, 2e avec 40 points, et du stade malien, 3e avec 38 points, mais avec un match en moins. En bas de tableau, l'USC Kita avec 19 points est 15e et l'AS Black Star ferme la marche avec 15 points. Basketball, cette fois-ci, on connaît les résultats de la 4e journée du championnat national D1. Cette 4e journée s'est disputée mercredi et hier jeudi sur les 2 tableaux. Chez les messieurs, l'AS Sigui s'est imposé devant l'AS Real 58-55. Atar Club de Kidal s'est incliné de justesse 65-66 devant l'AS Police. Même sort pour le CRBT qui a perdu devant l'USFAS 55-66. Tandis que le stade malien a largement pris le dessus sur l'AS Commune 1-82 contre 56. Chez les dames, le Djoliba s'est imposé 67-55 devant l'USFAS. Le stade malien a dicté sa loi à l'AS Mandé 79-58. Calaban Sport Club a pris le dessus sur l'AS Police sur le fil 58-56. Et l'AS Real de Bamako s'est imposé 63-56 devant le CBD après prolongation, 51 partout au terme du temps réglementaire. Basketball toujours, mais cette fois-ci hors de nos frontières, Oumar Ballo rejoint les Indiana Hoosiers. Après avoir été élu dans la First Team de la Pac-12 Conference ces 2 dernières années, le pivot malien quitte les Arizona Wildcats après 3 saisons pour rejoindre donc les Indiana Hoosiers.
Le transfert a été officialisé en début de semaine, avec pour objectif majeur de retrouver au plus vite le tournoi NCAA dont ils ont raté la qualification cette saison. Les Hoosiers de Mike Woodson enregistrent ainsi l'arrivée d'un pivot capable de peser dans la raquette avec son jeu au poste. Cette saison, il faut le rappeler, Oumar Ballo tournait à 12,9 points, 10,1 rebonds et 1,3 contre par match. Et durant ces 3 saisons passées en Arizona, le Big Man, comme il est surnommé du côté des États-Unis, a terminé leader de carrière de l'université en termes de pourcentage de réussite sur le terrain et s'est également classé dans le top 10 en double-double, rebond et tir bloqué. Direction l'Italie pour terminer. La Juventus condamnée à verser près de 10 millions d'euros à Cristiano Ronaldo. Même s'il a quitté la vieille dame en 2021, l'attaquant portugais était encore en conflit avec son ancien club à cause des salaires non payés et avait déposé une plainte au civil contre les dirigeants bianconeri. Le verdict est tombé mercredi et il est favorable au quintuple Ballon d'Or. La Juventus a été en effet condamnée à verser environ 10 millions d'euros, soit précisément 9,7 millions plus des intérêts à son ancien joueur Cristiano Ronaldo. Ce montant correspond au paiement différé des salaires mis en place par les bianconeri pendant la pandémie du Covid-19, lesquels n'avaient jamais été versés à la star portugaise. Le Portugais qui évolue à Al Nassr depuis 2023 réclamait initialement 3 mois de salaire impayé, soit 19,5 millions d'euros à la vieille dame. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marie. Bon week-end à vous. Merci par ailleurs. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce 1945. Bon week-end à toutes et à tous.